courageux pouvez changer l'histoire. Vous seuls, pouvez remettre au cœur de la politique l'amour de la France et le respect des Français. Alors, je compte sur vous pour porter nos idées partout, pour convaincre chacun, pour inciter ceux qui voudraient quitter les urnes à y revenir. Mobilisez-vous, mobilisez les vôtres. Au-delà, mes amis, au-delà de nos différences, au-delà de nos sensibilités, au-delà de nos parcours, au-delà de nos origines, au-delà de nos sexes, nos âges, au-delà de nos croyances religieuses, nous allons mener ensemble la plus belle bataille qui soit, rendre la France à la France. L'élection présidentielle de 2022 est de celle-là. Et parce que nous n'avons pas le droit de la perdre, nous allons la gagner. Vous savez que c'est d'abord à vous qu'il appartient de rendre possible ce rendez-vous avec la France, et je le crois, avec l'histoire. Il y a des batailles qu'on n'a pas le droit de perdre. Vous seuls, Français lucides et courageux, pouvez changer l'histoire. Vous seuls, pouvez remettre au cœur de la politique l'amour de la France et le respect des Français. Alors, je compte sur vous pour porter nos idées partout, pour convaincre chacun, pour inciter ceux qui voudraient quitter les urnes à y revenir. Mobilisez-vous, mobilisez les vôtres. Au-delà, mes amis, au-delà de nos différences, au-delà de nos sensibilités, au-delà de nos parcours, au-delà de nos origines, au-delà de nos sexes, nos âges, au-delà de nos croyances religieuses, nous allons mener ensemble la plus belle
là. Et parce que nous n'avons pas le droit de la perdre, nous allons la gagner. Vous savez ce qu'il est d'abord à vous. Il appartient de rendre possible ce rendez-vous avec la Chers amis, quel bonheur, quel immense bonheur de vous voir si nombreux aujourd'hui. J'en profite bien sûr pour vous saluer tous et saluer l'ensemble des élus qui sont dans la salle et que vous pouvez applaudir. Nos 3 députés européens, France Jammet, Mathilde Androuet, Jean-Paul Garot, notre conseiller régional et grand commis de l'État, Hervé Fabre-Aubrespy, et puis bien sûr celui qu'il est inutile de présenter, notre maire de Beaucaire, Julien Sanchez. Et tous les autres, tous les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers municipaux qui portent votre voix et vous défendent dans les différentes assemblées. Quel bonheur, mes amis, je vous disais, quel bonheur pour moi et quel honneur pour moi d'avoir à prononcer ces quelques mots ici, en Petite Camargue, chez moi, dans ma circonscription, au pied de notre magnifique cité d'Aigues-Mortes, pour la venue de notre candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen. Et aussi, mes amis, quel symbole, alors que toute la Camargue rendra hommage demain à une femme, Fanfone Guillerme, qui fut la première manadière à s'imposer dans ce monde rugueux, rude, viril, qu'est celui de la Bouvine, parce qu'elle avait la foi, la fé des biao, comme on dit chez nous, et parce qu'elle croyait, elle avait cet amour, cette passion, l'envie de faire vivre et vibrer nos traditions. Et quel symbole, surtout, en ce lieu chargé d'histoire dont Saint-Louis, roi conquérant et réformateur, en fit l'un des premiers ports du royaume de France ouvert sur la Méditerranée. Put-il imaginer quelques siècles plus tard, la tour de Constance qu'il fit bâtir, enfermant en son sein pendant 38 ans Marie Durand, une femme encore, parce qu'elle refusait, elle aussi, d'abjurer sa foi. On dit qu'elle grava à la seule force de ses ongles, dans ces pierres qui la tenaient prisonnière, un mot, résister. Résister. L'histoire de France est faite de ces femmes, de ces hommes qui résistent, qui ne se résignent pas face aux tragiques et aux peines, aux souffrances que les événements imposent. L'histoire de France nous rappelle ce que les mots courage, loyauté et détermination signifient. Elle nous enseigne d'où nous venons et nous guide dans les combats que nous menons aujourd'hui. Car oui, mes amis, nous sommes face à une élection présidentielle. Et cette élection présidentielle est bel et bien un combat de civilisation, un combat qui oppose 2 visions. Celle que portent les patriotes que nous sommes, aux côtés de Marine, et qui veulent que la France retrouve sa grandeur, sa puissance, son indépendance, et puis celle qu'incarne Emmanuel Macron d'une France noyée dans un magma mondialisé où la loi du marché règne en maître.
Ce combat, mes amis, nous devons le gagner. Nous devons le gagner aujourd'hui et nous devons le gagner maintenant. Nous ne pouvons plus attendre. Parce que nous ne voulons pas voir notre peuple et notre identité disparaître. Parce que nous, qui appartenons au pays des penseurs et des Lumières, ne voulons pas nous voir submergés par des populations cherchant à nous imposer leur culture, leur idéologie, leur mode de vie d'un autre temps. Parce que nous ne voulons pas être sacrifiés sur l'autel du mondialisme exacerbé qui nous réduit à l'état de simples consommateurs. Nous payons aujourd'hui des décennies de déclassement social, déclassement industriel, déclassement politique chez nous, dans ce département du Gard, qui est l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus pauvres de France. Ce grand reniement des politiques vis-à-vis de la France rurale est notre quotidien. Des écoles ferment, des bureaux de poste ferment, on manque de médecins. Les entreprises partent ou mettent la clé sous la porte, peu viennent s'installer dans ces conditions. Alors, mes amis, il est temps de mettre fin à cette spirale infernale, il est temps de renouer avec cette France qu'on aime, il est temps de tout changer, il est temps de retrouver une France apaisée et unifiée, il est temps de rendre leur pays et leur argent aux Français, il est temps de conduire une femme forte, solide, expérimentée à l'Élysée. La candidature de Marine, sa candidature est pour nous et notre pays le dernier rempart contre l'islamisme, le dernier rempart contre le déclassement, le dernier rempart contre la mondialisation sauvage. Et c'est au pied, ici, au pied des remparts de cette magnifique cité d'Aigues-Mortes que nous la recevons, celle que nous attendons tous, notre candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen. Mon projet politique est de donner à la patrie les moyens de sa grandeur et de donner aux Français les moyens de leur bonheur. Mon projet est de faire entrer la France dans le 3e millénaire, de lui donner tous les atouts pour affronter le monde qui vient. Notre nation a un pacte 2 fois millénaire avec la liberté du monde, mais aussi avec l'idéal d'égalité et l'espérance de fraternité. Notre devise nationale vibrante des victoires des hommes et des femmes sur la fatalité doit être relevée, tel notre drapeau bleu, blanc, rouge, mis à terre par les lâchetés des gouvernements en faillite. Ce serment sacré, ce pacte millénaire, cette devise nationale, voilà le rêve français qui doit nous animer. Voilà le rêve français que nous allons retrouver. Faites confiance à cet idéal. Faites confiance à vos idéaux. Ensemble, nous allons rendre à notre peuple la France qu'il aime.
messieurs, chers amis camarguais de cette belle région, fougueuse et libre, de cette belle cité d'Aigues-Mortes, cité de pierre dressée face à l'histoire, mais aussi cité résolument tournée vers l'avenir. Cet avenir, mes amis, est ce que nous en ferons. Et bien que l'actualité internationale semble avoir figé l'Europe, pour nous, Français, cet avenir dépend grandement de la prochaine élection présidentielle. Cela rend indispensable la poursuite du débat politique permettant à la nation de faire son choix en avril prochain. Bien sûr, on ne saurait faire campagne dans un tel contexte comme si de rien n'était. Bien légitimement, nos compatriotes attendent de ceux qui aspirent à diriger l'État qu'ils soient capables de faire face aux crises, et cela avec deux objectifs. Premièrement, protéger les intérêts de la France, protéger la vie des Français. Et par vie, j'entends aussi bien leur existence même que leur vie quotidienne. Deuxièmement, favoriser un dénouement rapide, pacifique et conforme à nos intérêts de la terrible guerre qui frappe aujourd'hui le peuple ukrainien. L'affolement du cours des matières premières, du pétrole aux céréales, illustre depuis quelques jours les liens étroits entre le contexte géopolitique et la vie quotidienne de notre peuple. L'articulation immédiate entre la capacité de la France à faire entendre sa voix sur la scène internationale et la préservation du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Nous sommes aujourd'hui témoins du retour de la guerre sur notre continent, à une échelle sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, même si nous n'oublions pas les 10 années de guerre en Yougoslavie. Une grande puissance, la Russie, a agressé un État voisin, envahissant son territoire sous des prétextes, il faut le dire, inaudibles. Contestant, selon les mots mêmes de Vladimir Poutine, le droit de l'Ukraine à la souveraineté, la Russie semble même vouloir renverser par la force des armes le gouvernement ukrainien. Comment d'abord, dans un tel contexte, ne pas ressentir de la solidarité pour le peuple ukrainien qui, à l'heure où je vous parle, lutte courageusement pour son indépendance malgré l'immense déséquilibre des forces? Comment ne pas être ému par le spectacle d'un peuple libre décidé à consentir de grands sacrifices pour rester maître de son destin? Indépendamment des positions politiques de chacun, l'immense majorité des Français se sent, comme je le suis moi-même, solidaire de l'Ukraine attaquée. C'est avec émotion que nos concitoyens suivent la résistance farouche du peuple ukrainien et compatissent à ses souffrances. Du mieux que nous pourrons, nous devons chercher à y mettre fin, en contribuant au retour de la paix, et cela, je l'ai dit, dans les plus brefs délais, mais aussi en portant secours à ceux qui en ont besoin. Oui, je le dis sans ambiguïté, la France s'honore de prendre part à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Pour ma part, j'y suis prête, comme le sont, je le crois, les Français. J'en profite en votre nom pour saluer l'action de Louis Alliot, qui devait être présent avec nous cet après-midi et qui se trouve en Pologne pour aller chercher des personnes âgées, des femmes et des enfants ukrainiens qui vont trouver refuge dans sa ville de Perpignan. J'en profite aussi pour saluer deux pays en première ligne pour l'accueil de ces réfugiés de guerre. Je pense bien sûr à nos amis polonais et à nos amis hongrois. Dans ce contexte, je crois tout de même que la Commission européenne s'honorerait à stopper immédiatement toutes les sanctions ou projets de sanctions qui visent ces deux pays. J'ai toujours considéré ces sanctions comme illégitimes. À la lumière de l'actualité, elles deviennent clairement immorales. Mes amis, ce n'est pas parce que nous sommes patriotes que nous devons mettre sur le même plan le scandaleux dévoiement actuel du droit d'asile transformé en filière d'immigration clandestine et la nécessité de fournir une hospitalité et une protection temporaire à un peuple voisin, à des femmes, à des enfants, à des vieillards chassés de leur foyer par la guerre.
Mais l'invasion de l'Ukraine marque également une rupture et un précédent funeste dans l'ordre international. Et c'est d'abord sur ce point que la France, comme puissance responsable, puissance d'équilibre, doit réagir. Quelles que soient les rancœurs de l'histoire, comment pourrions-nous laisser une grande puissance envahir son voisin à 1500 km de Strasbourg, sans donner au monde un terrible spectacle de faiblesse, immédiatement interprété comme tel d'ailleurs par nos adversaires stratégiques? Si nous acceptons sans réagir qu'un État envahisse son voisin, annexe peut-être demain une partie de son territoire, nous pouvons être certains que beaucoup d'autres puissances, partout dans le monde, seront tentées de faire de même. Tentées de considérer, dans les prochaines années, que les agressions militaires constituent de nouveau un moyen acceptable de régler les différends frontaliers. Dans un tel monde, ce sont les intérêts et la sécurité de la France elle-même qui seraient tôt ou tard directement menacés. Or, comme je l'ai rappelé à de nombreuses reprises, quand je serai élue présidente de la République, je ne transigerai jamais avec l'intérêt de la patrie. Et c'est en cela, mes amis, c'est en cela que chaque jour, chaque nuit, animée par l'honneur immense de servir un grand peuple, je me distinguerai des cohortes de liquidateurs qui, depuis 40 ans, n'ont eu de cesse d'affaiblir, d'appauvrir, de démunir notre pays des instruments qui constituaient les conditions de l'exercice de sa souveraineté. Ces mêmes dirigeants nous ont laissés vulnérables aux tempêtes qui se lèvent à l'horizon. Cela étant dit, je me dois de porter un regard lucide sur l'action de la France et des pays européens au cours des 2 semaines écoulées. La participation directe de notre pays à la guerre étant, bien entendu, exclue. La mise en œuvre coordonnée de sanctions économiques destinées à imposer à la Russie un coût élevé pour ses actions s'impose et je les soutiens, sous une réserve, que l'impact de ces sanctions sur nos entreprises et nos ménages demeure limité et soit compensé par l'État partout où cela sera nécessaire. Oui, à une posture de fermeté, condition nécessaire à la cessation des conflits et à la reprise des négociations. Non à une fuite en avant belliciste qui pénaliserait, comme les sanctions appliquées à la Russie en 2014, les familles, les industries, les agriculteurs français. Vous voyez, si notre condamnation de la politique du coup de force choisie par Vladimir Poutine doit être totale, notre réaction politique, économique et militaire n'en doit pas moins être soigneusement pesée. Mes chers compatriotes, la crise que nous vivons actuellement en Ukraine est porteuse de risques qu'il nous faut pleinement mesurer. Jamais je n'excuserai, jamais je ne minimiserai le risque de conflit armé impliquant des puissances nucléaires. C'est pourquoi j'ai dénoncé avec force les propos irresponsables de plusieurs ministres d'Emmanuel Macron. Alors certes, certains les ont retirés, mais le mieux eût été de ne pas les prononcer. Gardons-nous des propositions provocatrices qui, sans rien changer significativement au rapport de force sur le terrain, risqueraient d'entraîner une escalade impliquant des pays de l'OTAN. Gardons-nous de faire des déclarations de guerre économique totale, d'affirmer que nous souhaitons à la Russie un effondrement économique et que son peuple en paye le plus grand prix depuis le confort de nos vies, préservé du fracas des armes depuis des décennies. La retenue et la sagesse qui ont été nos guides durant la guerre froide et qui ont permis à l'humanité de traverser sans trop de dommages ce moment dangereux de son histoire doivent à nouveau être les nôtres aujourd'hui. C'est précisément pourquoi, avec à l'esprit cette posture équilibrée et au nom de notre unité nationale si précieuse en pareilles circonstances, je demande à Emmanuel Macron de ne pas céder à la dangereuse tentation d'utiliser cette crise pour faire passer en contrebande, au mépris des règles démocratiques, un agenda européen fédéraliste en matière de défense qui contribuerait à fragiliser gravement notre indépendance nationale. Chef des armées, garant de l'indépendance nationale, le chef de l'État en répond devant la nation.
chercher à la faveur d'une crise misant sur l'inquiétude légitime de notre peuple à accélérer un processus de dépossession de notre autonomie de décision nationale et d'aliénation de notre souveraineté, ce serait une très grave faute. Notre vigilance, croyez-moi, en la matière sera sans faille dans les prochaines semaines. Comment donc, en refusant la tentation du jusqu'au-boutisme, concilier la fermeté nécessaire face à l'inacceptable et l'ouverture à la discussion permettant de favoriser la désescalade? Il s'agit, à n'en pas douter, d'une tâche difficile, mais la France, puissance d'équilibre respectant entièrement et loyalement ses engagements vis-à-vis de ses alliés, a un rôle décisif à jouer en la matière. Bien entendu, les lignes d'un éventuel accord ne sont pas encore prévisibles. Les objectifs de Vladimir Poutine, ces objectifs réels, ne nous sont pas connus avec certitude, disons-le. Et surtout, ce sera aux Ukrainiens qui se battent de décider s'ils sont prêts à faire des concessions, et si oui, lesquelles. Gardons-nous, quoi qu'ils décident alors, de les juger. La guerre n'est pas un jeu, et un peu de décence ne serait pas de trop pour ceux qui, bien loin des bombes, se permettent aujourd'hui des commentaires définitifs appelant directement ou non à une lutte à outrance avec la Russie de quelque nature que ce soit. Aujourd'hui, la France doit accepter une réalité simple. Elle n'est pas seule maîtresse des événements. Mais parce qu'elle est la France, elle a, je vous le dis, un rôle éminent à jouer. Je suis profondément convaincu que le moment venu, il appartiendra à notre nation de favoriser une issue négociée, car très probablement, cette guerre ne se terminera ni par l'effondrement de l'armée russe, ni par la soumission sans condition du peuple ukrainien. Nous pourrons alors remettre sur le métier les accords de Minsk II qui, du fait de notre paresse diplomatique et de la mauvaise volonté des parties impliquées, étaient demeurés lettre morte depuis 8 ans, alors que cet accord avait hier évité cette escalade terrible. Au-delà, tout en demeurant extrêmement vigilants et en maintenant nos postures permanentes de défense, nous devons, durant cette crise européenne, continuer à garder ouverts les canaux de communication avec l'Ukraine, bien sûr, dont je salue encore la vaillance, mais aussi avec la Russie. C'est ainsi, avec calme et force, sans céder aux cyniques ni aux irresponsables, que la France peut et doit prendre sa part à la résolution de cette crise et au rétablissement de la paix sur notre continent. Vous savez, dans les périodes de grande tension et a fortiori de guerre, je leur préfère la sobriété et la sérénité, la tempérance et la nuance, ce qui n'exclut nullement ni la lucidité d'appréciation, ni la fermeté d'action, ni l'affirmation de conviction. Ces derniers jours, j'ai vu davantage de passion que d'idées, davantage de fébrilité que de solidité. C'est dur de résister au torrent des passions, comme l'a fait Jacques Chirac, il faut l'admettre, lors de la guerre avec l'Irak. Une position d'indépendance difficile à tenir, mais qui, rétrospectivement, a honoré notre pays et que des décennies après, la diplomatie cite encore en exemple. Alors, c'est dans ce contexte si particulier que nous entrons, mes amis, dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. L'objectif est désormais en vue. Il se compte en jours et presque en heures. C'est le moment crucial où il ne faut rien lâcher. Les plus aguerris des marathoniens savent bien que ce sont les derniers efforts du sprint qui permettent d'arracher la décision. C'est le moment où il ne faut compter ni son temps, ni son énergie pour convaincre, et convaincre encore jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la victoire. Convaincre d'aller voter d'abord. Parce que, vous l'avez remarqué, tout est fait pour endormir l'opinion. Éviter la confrontation des idées et des projets. Esquiver le débat qui, en démocratie, pardon, mais précède normalement toute élection. Ou encore expliquer que, compte tenu de l'actualité, l'élection serait déjà jouée. Bref, tout est fait pour essayer d'effacer le rendez-vous du 10 et du 24 avril. La situation, si sérieuse soit-elle, qui fait du président de la République un acteur diplomatique important, ne justifie absolument pas
la tentation d'Emmanuel Macron d'échapper aux exigences d'une campagne électorale et aux exigences de la démocratie, celle de rendre compte de son bilan, celle d'accepter le débat d'idées. Désolé de contrecarrer peut-être l'espérance du nouveau monde, mais une élection présidentielle n'est pas une formalité administrative. Alors, à nous de ramener Jupiter dans le réel, dans la réalité française, c'est-à-dire dans ce que vivent les Français. À 4 semaines de l'élection, il a daigné, de l'Olympe, envoyer un message à la Terre, sous forme d'une lettre à la presse régionale. Un message qui tombe d'en haut, comme si le président se dispensait par avance de l'échange, de la discussion, de la contradiction. Une lettre fourre-tout, emplie de formules fumeuses, attrape-gogo. Je vous en donne un exemple quand même. Défendre notre singularité française implique de promouvoir une certaine manière d'être au monde. Une histoire réécrite d'ailleurs, où l'ancien banquier d'affaires présente un bilan totalement tronqué. Il n'y a d'ailleurs qu'en politique que la présentation de faux bilans n'est pas un délit. Il y a en pile, vous l'avez lu sûrement, les clins d'œil racoleurs à tout le monde, il manque que les fabricants de tours Eiffel en allumettes. Celui qui se présentait comme un génial visionnaire apparaît aujourd'hui davantage comme un repenti, obligé de garder pour lui ses visions peut-être trop inquiétantes pour être livrées, même si le titre « Le pire est devant nous » était quand même un peu inquiétant. Nous n'avons en face de nous, avec cette lettre, qu'un laborieux gestionnaire expliquant laborieusement sa laborieuse politique et ses laborieuses projections. En 2017, petit retour en arrière, rappelez-vous, il était malvenu de critiquer le jeune prodige de la finance, au motif que l'ancien rédacteur du rapport Attali, l'ancien conseiller de François Hollande, l'ancien ministre de l'économie, devait être réputé, selon la doxa médiatique et politique, vierge de tout bilan. Aujourd'hui, on voudrait resservir par un autre biais cette fiction politique, cet artifice de communication électorale, ce déni de débat démocratique. Emmanuel Macron n'aurait pas de bilan critiquable, pas de passif, pas de compte à rendre. Ce bilan du quinquennat Macron, eh bien, nous allons le dresser. Et je vais commencer ce soir. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Il y a quelque temps, lorsque ces jeunes partisans nous avaient vendu un langoureux et un peu gênant, il faut être honnête, j'ai envie de vous. On s'était dit, bah tiens, enfin ça bouge. Et puis plus rien, ni personne. D'ailleurs, aucun baron de la Macronie n'accepte même de débattre. J'en avais pas trouvé un seul, moi, jeudi dernier, pour débattre avec moi. En novembre 2019, le même Emmanuel Macron plastronnait en disant « Je veux être jugé sur les actes ». Plus tard, souvenez-vous, il appelait avec une morgue non dissimulée les Français à venir le chercher. Et le moment venu, aujourd'hui, cette campagne présidentielle devrait se faire sans lui. Sans lui, alors qu'il doit répondre de ses échecs. 9 millions de pauvres et plus de 5 600 000 chômeurs. Et malgré les magouilles statistiques, en réalité, autant de chômeurs aujourd'hui que lorsqu'il a été élu. Sans lui, lorsqu'il affiche 600 milliards de dettes de plus durant son quinquennat, dont seulement, moins d'un tiers est imputable au Covid. 1000 milliards de dettes supplémentaires en 10 ans, alors qu'il participait au précédent quinquennat. Sans lui, alors que la France subit une submersion migratoire, un chaos sécuritaire, un effondrement identitaire sans précédent, au point que les Français ne reconnaissent plus leur ville,
leur quartier, leurs rues ne reconnaissent tout simplement plus leur pays. Sans lui, alors qu'après 5 années d'un déroutant et pervers en même temps, il administre au fil de l'eau, sans continuité d'action, un pays en proie au doute, au découragement et à la peur. Rappelez-vous, Emmanuel Macron nous promettait une révolution. Vous savez, c'était le titre racoleur de son livre. C'était son projet, d'ailleurs, avait-il hurlé. En fait, révolution, nous n'avons que recul, régression, dépression, comme un quinquennat pour rien, enfin plutôt un quinquennat pour pire, comme un enlisement dans le marigot boueux du déclin, comme un mandat qui a aggravé les sinistres conséquences de ceux qui l'avaient précédé. Une agression toutes les 44 secondes, un policier agressé toutes les heures, une doctrine pénale qui n'a jamais été aussi taubiresque, un laxisme judiciaire aussi affolant, un sentiment d'impunité que les voyous célèbrent tous les soirs à coups de mortier, d'insultes, de fanfaronnades numériques. Dans la France d'Emmanuel Macron, ce ne sont plus les Français qui font la loi, mais les voyous qui imposent la leur. Ce ne sont plus les députés qui votent les lois, mais des commissaires européens non élus qui décident pour eux, ou alors des cabinets de conseil américains payés à prix d'or. Ce ne sont plus les lois républicaines qui s'appliquent, mais un État sans chef qui renonce à les faire appliquer. Pensez que l'État n'est même plus capable d'assurer la sécurité dans les prisons, où des détenus pourtant officiellement particulièrement surveillés peuvent être battus à mort. Mais ce qui s'est passé à la prison d'Arles nous fait honte. Honte parce que l'autorité de l'État doit être partout respectée et surtout en prison. Honte parce qu'il est horrifiant de savoir que les islamistes peuvent encore y faire régner la terreur. Honte encore parce qu'on accorde encore, en 2022, on accorde à des islamistes violents le privilège d'être des auxiliaires de l'administration. Donc, en résumé, des personnes de confiance ont fait confiance à des islamistes qui ont suscité des dizaines, 14 au moins, incidents dans les prisons, pris en otage une infirmière. Honte enfin parce que notre système judiciaire condamne à la privation de liberté. Et c'est tout, chers amis. Pas aux tortures, pas au viol, et encore moins à être agressé jusqu'à la mort dans un endroit qui devrait être le plus surveillé de France. C'est là l'honneur d'un État qui se respecte, un honneur que, en ce qui me concerne, je ferai respecter. En matière de justice, et Jean-Paul Garot, qui est ici présent, ne sera pas en désaccord avec moi, on critique les magistrats et on a souvent raison. Tant des décisions nous laissent sans voix. Mais pensez que parfois ils sont eux-mêmes victimes dans l'exercice de leur mission des conditions dans lesquelles ils l'exercent. Ils ne sont guère plus nombreux qu'en 1905. Ils sont guère plus nombreux qu'en 1905, lorsque la France comprenait 40 millions d'habitants et un nombre d'infractions infiniment moins importante. Et dans ce monde bureaucratique, la politique pénale perd la tête. Ce ne sont parfois même plus les magistrats qui décident des peines de prison, mais le nombre de places disponibles qui dicte la sévérité pénale. Dans certains tribunaux, le mail du matin rend compte du nombre de matelas par terre à la prison du coin pour lancer le signal de lever le pied sur les sanctions qui sont prononcées. Il faut dire que là aussi, le bilan n'est pas réluisant. 15 000 places de prison promises. 15 000. 2 700 ouvertes et encore, 2 000 avaient été lancées sous Hollande. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan est extrêmement maigre. Pour ma part, j'en ouvrirai assez pour atteindre 85 000 places de prison à la fin de mon quinquennat. Pourquoi ?
Parce que la société doit être protégée des délinquants et des criminels, et le moyen le plus efficace est de les écarter à temps de la société. N'en doutez pas, mes chers amis, je donnerai à la France les moyens d'une nouvelle et grande politique pénale. Et pour retrouver la maîtrise de notre sécurité, il faut tarir la source de cette explosion de la délinquance. Celle-ci se situe à l'évidence dans une immigration massive, anarchique, inconditionnelle, devenue le leitmotiv de nos gouvernements successifs. On se dit toujours que ça ne peut pas être pire. Eh bien si, c'est pire. Sous ce quinquennat, jamais le torrent migratoire n'aura été si incontrôlé. Les titres de séjour se distribuent par hélicoptère. Ils ont atteint des niveaux records, comme d'ailleurs les entrées sans titre. Pourquoi s'abaisser à demander l'avis du peuple français pour venir chez lui? Jamais les obligations de quitter le territoire n'auront été si faiblement appliquées, moins de 10%. Comment voulez-vous que nous nous fassions respecter dans ces conditions? Mais ce n'est pas un hasard. Pour Emmanuel Macron et ses amis mondialistes, l'immigration n'est pas un problème. Je l'ai dit et je le répète, c'est un projet. Vous comprenez mieux pourquoi, face aux fraudes au séjour, face aux abus du droit d'asile, face à l'inaction en matière d'immigration illégale, ils regardent ailleurs. C'est parce que l'immigration n'est pas pour eux un problème. C'est un projet qu'ils concoctent dans votre dos. Et nous le voyons, notamment par l'intermédiaire du pacte pour les migrations et l'asile, qui vise à dessaisir nos États de la compétence migratoire afin d'organiser par l'Union européenne la submersion démographique qu'ils souhaitent pour toute l'Europe. Voyez le cynisme de ceux qui, à peine quelques jours après que les premières bombes soient tombées sur l'Ukraine, réclamaient, au motif de la légitime solidarité des Français avec ces femmes, ces vieillards et ces enfants ukrainiens réfugiés de guerre, d'ouvrir toutes nos frontières à toutes les immigrations, y compris celles économiques, qui voient des milliers de jeunes hommes, et uniquement des jeunes hommes, partir à l'assaut de la frontière de Melilla, dépourvus, d'après les images, de reconnaissance et de bienveillance. Cela, mes chers amis, ne demande pas l'accueil, il l'exige. Cela ne remercie personne. Ils sont venus non pas pour se réfugier, mais pour s'installer. Et cela fait toute la différence. Cette perspective n'est pas tolérable. Et j'appelle les Français, et d'ailleurs nos partenaires européens, au sursaut. De la même manière, Emmanuel Macron nous disait vouloir lutter contre le séparatisme communautaire. Et voilà le voile islamiste qui fait son apparition dans les compétitions sportives. Par une décision du Conseil d'État qui entrouvre la porte et une loi LREM qui interdit de la fermer. Sous Emmanuel Macron, le sport va devenir un nouveau vecteur de l'islamisme, de sa banalisation, de son acceptation. Non. Avec notre proposition de loi contre l'islamisme que nous avons travaillé avec notamment Jean-Paul Garot, aucune des voix de cette idéologie totalitaire, aucune de ces manifestations, aucun de ces financements, aucun de ces vêtements ne seront acceptés sur notre territoire. Nous ne laisserons pas donc l'islamisme s'attaquer à nos libertés, à nos valeurs et déconstruire nos principes républicains et constitutionnels. Cette volonté de déconstruction, d'ailleurs, en réalité, on la retrouve partout, mes chers amis. C'est un objectif assumé par les progressistes. Et il a touché notre système éducatif. La liquidation du baccalauréat ou le délaissement des enseignements qui élèvent et qui fédèrent, comme celui de l'histoire de France. L'aggravation du malaise enseignant et parfois
l'insécurité physique et morale des élèves, l'abandon de la promotion républicaine, de la méritocratie, et dans les lycées ou les universités, la gangrène des revendications wokistes ou les délires de la cancel culture. Avec Emmanuel Macron, notre école ne tient plus ses 4 promesses essentielles: la discipline et la sécurité des enfants, la transmission des savoirs fondamentaux, l'édification de la nation, la promotion sociale des élites républicaines. Eh bien, avec nous, ces promesses seront tenues. Nous le devons aux enfants, nous le devons aux familles, nous le devons à notre pays. Mais peut-être le pire du mandat, du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la division des Français. Division sociale, division territoriale, division sanitaire et mépris, cet incroyable mépris de classe. Et le poison de la division s'insinue partout, se diffuse de manière prégnante dans toute la société. Racialisme nauséabond, féminisme radical de haine des hommes, ou encore de manière décomplexée, appel répété à une violence anti-police ou à un racisme anti-français, qui ne sont que la marque d'un sécessionnisme agressif. Notre pays polytraumatisé, polyfracturé, s'invente chaque jour de nouvelles raisons de se diviser, de s'opposer, de s'abîmer dans des débats corrosifs, des ressentiments inventés ou des exigences de repentance, comme si tout devait être prétexte à opposer les Français les uns contre les autres. Il est temps, mes amis, plus que temps, de renouer avec une impulsion de fraternité nationale, avec le désir d'unité des Français, de tous les Français. Ce projet d'unité et de fraternité, c'est nous qui le portons. Cette aspiration à la cohésion nationale, c'est nous qui l'incarnons. Nous l'incarnons avec un projet que j'ai voulu sans angle mort, ni concession, sans outrance, ni déséquilibre. Bref, un projet avant tout sérieux et rassembleur. En parallèle du délitement du lien social, du lien national qui ouvre la voie au délitement de la Maison France, il y a le déclin économique et financier. Et là, c'est la chute libre. Avec Emmanuel Macron, la France consolide sa place de pays le plus fiscalisé de l'OCDE, 46% contre 34% en moyenne pour l'OCDE. 10 points d'écart, rendez-vous compte. La valeur travail, qui était la pierre angulaire de toute politique économique efficace, s'effrite dans un paradoxe d'ailleurs tragique. Le coût du travail est chez nous parmi les plus onéreux de la zone euro pour l'entreprise, quand dans le même temps, pour tous les salariés, il continue de manquer au moins 200 € sur la feuille de paye en bas à droite. Le pacte social qui unit depuis la guerre les Français autour de leur sécurité sociale, de leur système de retraite, de leur assurance chômage est en passe d'être rompu par une logique de déréglementation qui assume en réalité l'abandon des Français les plus modestes et les plus vulnérables. Pour les patriotes que nous sommes, abandonner des Français dans la détresse sociale, c'est inacceptable. Il n'y aura pas, mes amis, de salut national qui ne soit collectif, parce que la France, elle est indivisible. La question des travailleurs pauvres, des Français qui se lèvent tôt sans être reconnus, de ceux qui travaillent beaucoup pour beaucoup trop peu, se pose plus que jamais. Ces agriculteurs aux revenus indignes, ces travailleurs sans logement, obligés de vivre dans leur voiture, ces salariés de tout niveau directement concurrencés par une immigration socialement malléable, tout comme les retraités qui voient leur pension non indexée fondre sous l'effet spoliateur de la CSG et d'une inflation galopante. Tout le monde le ressent. Le pouvoir d'achat s'effondre, avec un litre d'essence qui atteint maintenant 2 € en moyenne. Les prix du fioul domestique, les prix du gaz qui flambent et ceux des produits de consommation de base qui alourdissent chaque jour davantage
le caddie du supermarché. Les Français vont-ils devoir choisir entre manger et se chauffer? Voilà la question que nous nous posons en France en 2022. Et c'est pour ça, mes amis, que cela fait des semaines que je réclame que les produits énergétiques qui sont indispensables à la vie, carburant, fuel, gaz, électricité, soient considérés comme des produits de première nécessité et qu'ainsi la TVA ne soit plus à 20%, mais à 5,5%. C'est 12 milliards d'euros de taxes que je supprime. C'est 12 milliards d'euros que je vous rends. Alors, souvenez-vous, on avait eu la promesse du travailler plus pour gagner plus. Alors Emmanuel Macron, lui, il a inventé le travailler plus pour gagner moins et le payer plus pour avoir moins. Plus nous travaillons, moins nous gagnons, plus nous cotisons, moins nous percevons. Nous payons toujours plus et plus nous payons, moins il y a d'État. Moins il y a de policiers, moins il y a d'infirmières, moins il y a de postiers, de médecins, moins il y a de services publics. Il n'y a pas un endroit en France qui n'ait à subir une désertification médicale, une désertification hospitalière, une désertification policière, une désertification ferroviaire ou une désertification scolaire. Alors, la question que posaient les Gilets jaunes avant d'être durement réprimés par M. Castaner est toujours d'actualité 3 ans après. Où passe l'argent ? Où passe notre argent? Où passe votre argent? Ah. Je vais vous le dire. L'immigration qui nous ruine 18 milliards d'euros par an. Les fraudes qui nous volent 15 milliards d'euros par an. L'Union européenne qui nous raquette 5 milliards de trop que ce que nous devrions payer. Et sans parler, bien entendu, de tout ce qu'on découvrira. C'est-à-dire le gâchis des agences d'État, les fameux contrats de consultants américains dont je vous parlais tout à l'heure, qui privent également, je le crois, de milliards et de milliards d'euros dont vous auriez tant besoin. Eh bien, mes chers amis, je rendrai cet argent aux Français. Le problème fondamental, c'est que nous subissons une classe politique qui préfère les autres aux nôtres. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et si nous voulons changer de politique, eh bien, il va falloir changer les politiques. Il va falloir changer ces politiques. Il va aussi falloir arrêter de se faire dépouiller. Et arrêter de se faire dépouiller, c'est aussi mettre fin au bradage des fleurons français. Vous savez, ce pillage méticuleusement organisé, dont le plus célèbre est bien entendu Alstom, on y retrouve, mais par le plus grand des hasards, les noms de Pécresse et de Macron. Nous devons faire cesser ces opérations orchestrées de dépeçage, Alcatel, Technip, Lafarge et tant d'autres qui constituent autant de crimes industriels, d'attentats envers l'emploi des Français. Ils constituent des actes de trahison envers notre souveraineté économique nationale. Sur l'énergie, c'est presque pire, si c'est possible. Nous avons une politique de gribouille, une politique d'une désinvolture absolument déconcertante. On nous oblige au tout électrique et dans le même temps on ferme des centrales nucléaires. On se lance dans la voiture tout électrique, mais on ne prévoit pas ou à la hâte des filières de production de batteries. On se leurre avec le tout électrique, mais on fait des choix hasardeux, aléatoires et ruineux, des éoliennes qui nous coûtent une fortune. En clair, on précipite la France dans des révolutions énergétiques sans même avoir réfléchi, sans même avoir anticipé, sans rien avoir organisé. Et pour faire bonne mesure, le gouvernement est en train sciemment de saper EDF en lui imposant de se faire harakiri au profit de ses concurrents privés. Mais
Mais qu'on ne nous dise pas que c'est du hasard. Parce que dans cette histoire, tout est ubuesque. On nous a imposé le marché européen d'électricité qui fait grimper nos factures inexorablement. Mais la question, c'est est-ce qu'on va accepter de vivre dans le froid, de ne plus chauffer nos maisons, parce que les Verts allemands ont décidé de tuer le nucléaire allemand et d'importer massivement du gaz et du charbon russe. Eh bien, moi, je leur dis très simplement, on n'a pas envie de payer. C'est tout. Nous avons eu la chance d'avoir par le passé des visionnaires qui ont fait le choix du nucléaire. Ces centrales nucléaires, nous les avons payées. Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, pour certains, ont payé ces centrales nucléaires. Elles sont aujourd'hui amorties. Elles nous livrent une électricité à bas coût, associée à l'hydroélectricité et à nos investissements nécessaires demain dans l'hydrogène. Elle nous permet d'être indépendants et d'avoir des prix qui sont des prix absolument raisonnables. Alors, être obligé de voir ces prix monter par solidarité avec des pays qui, eux, ont fait des choix qui sont des choix délirants, c'est non. Et c'est la raison pour laquelle je sortirai du marché européen de l'électricité qui est véritablement une escroquerie aujourd'hui et qui peut très vite se transformer en véritable drame social demain. Alors cette affaire de l'énergie, elle paraît un peu technique, mais en fait, elle est éminemment politiquée. Et elle montre aux Français combien de décisions politiques impactent directement leur vie, leur train de vie, et même leur confort de vie. S'ils ne s'intéressent pas à la politique les rattrape toujours. C'est cela qu'ils doivent tous comprendre. Et c'est pourquoi ils doivent aller voter. Emmanuel Macron ne brade pas seulement le passé, d'ailleurs. Il compromet l'avenir. Chantre autoproclamé de la modernité, Emmanuel Macron est, semble-t-il, quand même fâché avec l'innovation, hein. Parce que partout, nous reculons, y compris dans nos domaines d'excellence, l'aéronautique, le nucléaire, l'agroalimentaire, partout, sur tous les biens, comme sur les services, nous sommes dépassés par d'autres pays, par les avancées technologiques qui galopent devant nous, par ces géants mondiaux non gouvernementaux, comme les GAFAM américains ou le BATX chinois. Nous sommes en train de perdre la compétition mondiale. Et si nous ne réagissons pas, cette soumission économique annoncera notre asservissement politique. Toutes les crises que nous vivons nous auront donné raison, auront corroboré nos analyses, auront validé nos solutions. Raison sur la fracture territoriale. Cette injustice territoriale mise en lumière par les Gilets jaunes, celle qui voit une France rurale et périurbaine complètement abandonnée quand les métropoles vampirisent tout. Celle qui voit deux France s'éloigner chaque jour davantage. Un bloc élitaire qui profite de la mondialisation et un bloc populaire qui le subit. Les uns qui sourient à pleines dents, les autres qui les serrent. Nous engagerons la démétropolisation en rétablissant la justice et l'équilibre entre les territoires. Raison sur la souveraineté industrielle et sur la nécessité de disposer de filières de production nationale. Souvenez-vous, en pleine crise sanitaire, notre pays s'est montré incapable de produire du Doliprane ou de coudre des masques en papier. Eh bien, nous allons à nouveau produire français. Raison sur l'opportunité d'une politique indépendante lorsque la logique des blocs, les mécanismes de vassalité diplomatique nous aspirent dans des engrenages belliqueux dangereux, faisant perdre à la France sa vocation, comme je vous le disais, de puissance, d'équilibre et de paix, quand le monde et l'Europe en ont pourtant aujourd'hui particulièrement besoin. Eh bien, nous allons rendre à la France sa vocation de puissance, d'équilibre. Raison, enfin, sur la fracture identitaire. Quand la grande question du XXIe siècle est plus que jamais celle des flux migratoires gigantesques qui bouleversent nos sociétés, qui déstabilisent nos nations et mettent en péril nos modes de vie et nos valeurs de civilisation. Mais M. Macron a-t-il seulement conscience que l'enjeu face à la Russie qui menace, face à la Chine qui émerge, face à l'Afrique qui déborde, l'enjeu pour l'Europe et pour la France est un enjeu de civilisation. Nous allons rendre aux Français leur pays.
avons eu raison, quand nos dirigeants ne voyaient pas, se trompaient, ou nous trompaient d'ailleurs. Nous qui avons toujours su de manière sûre indiquer les chemins de la liberté et de la sécurité, nous qui avons vu les périls avant tout le monde, ne peut-on pas au moins nous reconnaître le mérite de la clairvoyance et de la prévoyance? Et si, comme on le dit, gouverner c'est prévoir, n'est-ce pas cette lucidité, cette capacité prémonitoire, la véritable marque de la compétence? Les crises que nous vivons doivent nous en convaincre. La France que nous voulons, la France que nous devons à nos enfants, est une France renforcée à l'intérieur et respectée à l'extérieur. Renforcée à l'intérieur, cela revient à fixer un objectif et le moyen d'y parvenir. L'objectif, je vous l'ai dit, c'est l'unité des Français, qui ne peut se faire qu'autour d'une conscience nationale revivifiée et d'un grand projet national fédérateur. Mais ce grand projet, c'est le nôtre. En 5 ans, je m'engage à rendre aux Français le pouvoir, tout le pouvoir, pour qu'ils puissent décider eux-mêmes de leur destin. En 5 ans, je m'engage à remettre la France en ordre, à restaurer la primauté de la loi républicaine partout, à faire baisser la tête aux délinquants. En 5 ans, je m'engage à éradiquer l'islamisme, à écarter la menace terroriste et à réaffirmer dans l'espace public le principe républicain de la laïcité. En 5 ans, je m'engage à rendre aux Français leur argent par l'arrêt des gaspillages, des fraudes, des dépenses inutiles et des dépenses nuisibles. En 5 ans, je m'engage à rendre à la France son indépendance, qui est la condition de son rang dans le monde et de son rayonnement intellectuel et diplomatique. En 5 ans, je m'engage tout simplement à rendre la France à la France. Mes amis, quelques mots encore pour vous dire que le temps des gestionnaires est passé. S'ouvre celui des visionnaires, de ceux qui ont vu loin, qui ont prédit, qui ont su comprendre avant les autres le monde qui dévalait sur nous. Les 5 ans qui viennent de s'écouler ont montré l'inquiétante facticité de nos dirigeants, leur élasticité lorsqu'il s'agit de paraître, leur pusillanimité quand il faudrait décider, leur servilité lorsqu'il serait opportun de se distinguer. La situation intérieure comme la situation extérieure appelle désormais à sortir des postures tordues du en même temps, à s'extraire des calculs qui réduisent la décision publique à des coups de com' et l'inspirent médiocrement par une pensée insipide, irrésolue et molle. En ces temps battus par les vents destructeurs, il nous faut être comme le roc dans les tempêtes, opposer la sérénité à l'agitation, la dureté aux coups, la solidité aux vagues. Cette solidité, cette rassurante solidité, nous l'incarnons mieux que quiconque. Nous l'incarnons par la permanence de nos convictions, par la sérénité de nos réactions, par le juste équilibre de nos positions. Les Français nous connaissent, ils savent d'où nous venons et depuis longtemps, ils savent qui nous sommes et de quelle boîte dure et inaltérable nous sommes faits. Ils savent qu'au-delà de nos choix politiques sincères et francs, nous ne sommes mus que par l'amour des gens, l'amour du peuple, l'amour du pays. Je vous l'ai dit, Présidente, je dirigerai avec sagesse et détermination. Je ne céderai ni à la peur, ni aux pressions, ni aux mésintelligences coupables. Soyez-en sûrs, lorsqu'il s'agira de décider, ma volonté ne fléchira pas, ma main ne tremblera pas et jamais la boussole qui indique l'intérêt des Français et de la France ne quittera mon cœur. Loin de trébucher,
Loin de trébucher sur le seuil de ce 3e millénaire qui nous ouvre ses portes, nous allons, mes amis, amener les Français sur la voie qui conduit au bonheur pour eux-mêmes, mais aussi au bonheur pour les générations de Français qui nous suivront. Il n'est pas de plus beau combat que celui pour nos enfants, pour le pays, pour l'avenir. Ce combat, c'est le nôtre. C'est le combat que nous avons choisi en ramassant le drapeau bleu, blanc, rouge qu'ils avaient laissé choir et qu'aujourd'hui nous brandissons fièrement en signe de ralliement. C'est un combat. C'est un combat, vous le savez, vous le vivez, exigeant. Mais c'est un combat exaltant, c'est le combat de notre vie, c'est le combat pour la vie. Mais c'est un combat qui témoigne, s'il en était besoin, de notre passion pour l'avenir. Et cet avenir, nous devons, pour le bien de la France, l'écrire sans lui et avec nous. Vive la République, vive les Français, vive la France! Allons enfants,